Débat, si on peut dire, débat, oui, les débats avec vous jusqu'à midi. Je repousse pas mon coup de gueule encore sur les temps de parole qui nous empêchent et les temps d'antenne qui nous contraignent dans le débat, mais c'est comme ça, c'est la loi et c'est la règle. Pour commenter l'actualité aujourd'hui, Nicolas Corato, bonjour. Bonjour Valérie. Président fondateur du think tank Place de la République. Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Revel en campagne. Ça va bientôt finir la campagne. Oui, Vous allez faire quoi? Ça va être Revel en ville. Ça va être Revel en ville. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Jean-Luc, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour tout le monde. Vous étiez au meeting de Jean-Luc Mélenchon ce week-end? Non, mais j'ai vu Jean Lassalle hier qui a fait un carton auprès des lycéens. Voilà, il a eu une standing ovation dans les rues de Toulouse. Et le but du jeu des lycéens, c'était de prendre des selfies avec Jean Lassalle. Voilà, c'est un grand candidat. C'est un grand candidat. Je veux dire par la taille. Voilà, il a signé un skate. Non, vraiment, il a été populaire bon auprès des gamins. Oui. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il les amuse ou oui. Parce que moi j'ai posé la question aux jeunes qui étaient là, certains de mon entourage. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez des selfies avec Jean Lassalle? La réponse a été parce qu'il est drôle. Et qu'il a un grand nez. Non, d'accord. Mais bon, en tout cas, il a eu du succès. Là, vous avez dit du bien ou du mal, là, on a dit du bien. C'est bien, on rattrape notre temps de parole. Oui, Jean-Luc. Il a plus que ça, Jean Lassalle. Oui, allez-y. Il répond extrêmement bien à une partie de la population française, notamment une partie de la population rurale, qui se retrouve en lui dans une France qui, alors je vais le dire en positif, mais pas plutôt, comment dire, qui aspire à avoir une vie rurale pleine et entière. Et à ce niveau-là, il répond bien. Non, mais je suis d'accord. On parlait pour rire, mon cher Jean-Luc. Je sais. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Rien de méchant dans ce que tu disais. Hein. Oui. Et d'ailleurs, je trouve que d'une certaine manière, il a marqué cette campagne. Et je vais vous dire. Je pense que ces allers-retours sur j'abandonne la campagne puisque c'est une campagne de merde comme il avait dit et puis finalement en fait il fait des coups de com pas à l'insu de son plein gré, donc c'est un vrai candidat et il incarne effectivement, vous avez raison, cette France périphérique souvent oubliée, cette France des campagnes et plutôt avec talent, moi je trouve. Voilà, il a de la gouaille, il a une voix, il a une présence, voilà. Ouais. Pas trop, parce qu'après on va déborder. Non mais je dis. Ah c'est vrai Valérie, excuse-moi. Non c'est bien, là on doit être bon. On en est là. On va revenir on va parler des PME de plus en plus fragilisées par la flambée des prix de l'énergie. On va revenir sur l'Ukraine. On va parler également de Jérémy Cohen, ce jeune homme écrasé par un tram. Une vidéo qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. Il s'enfuyait après avoir été pris à partie par un groupe de jeunes, de voyous. Est-ce qu'il portait sa kippa? Est-ce que c'est un crime antisémite? Est-ce que c'est en train d'être récupéré politiquement? On va commencer déjà un tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Jean-Luc. C'est un coup de gueule. L'urgence climatique, tout le monde le voit bien, est plus que prégnante et totale. Et alors on peut le reprocher à personne. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'invasion par les dictateurs Poutine de l'Ukraine. Mais l'actualité quand même climatique, elle a pas changé. Il a fait 40 degrés en Arctique il y a quelques jours. 40 degrés en Arctique. Tout le monde voit bien ce que ça peut définir comme crise climatique à venir. Et sans faire de rapprochement hâtif, on peut voir que nos agriculteurs, nos arboriculteurs, ça fait 2 ans de suite que dans certaines parties du territoire, notamment dans le sud-ouest, mais pas uniquement, sur la vallée du Rhône aussi notamment, ils vivent des crises totalement climatiques et gigantesques. Ils en sont, vous l'avez vu dans les images télévisuelles, à prendre des mesures pour réchauffer un minimum le climat après 22h ou 23h ou dans la nuit, pour sauver le peu de leur culture. On l'a évoqué hier, ça a toujours été le cas. Pardon. Est-ce que je peux dire un truc à Jean-Luc Benamias sur le sujet? Parce qu'il y a le rapport du GIEC là, qui est sorti avec un peu de retard, qui tire évidemment la sonnette d'alarme. Bon. Moi, m'accusez pas d'être climato-sceptique, s'il vous plaît, parce que plus que d'autres, je suis conscient de ces problèmes et parfois je les vis de manière directe là où j'ai ma résidence secondaire. Donc, si vous voulez, c'est des sujets vraiment bon. Mais ce qui m'inquiète tout le temps, ou ce qui m'interpelle, je vais vous dire, c'est quand j'entends les experts du GIEC depuis des années et des années
nous dire si rien n'est fait l'année prochaine, nanana, et là, la sortie du rapport du GIEC est assortie de si rien n'est fait d'ici 3 ans, alors le pire. Et vous voyez, et ça nourrit quand même une espèce de réflexion où on se dit mais attendez, ça fait 15 ans qu'ils nous disent que si rien n'est fait, il faut faire des choses. La fin du monde est proche, et à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, on nous dit non mais c'est catastrophique, mais vous avez encore le temps de vous reprendre. Alors je comprends jamais rien. Voilà. Ouais. Ce matin, Barbara Pompili a dit si tous les Français se limitent à une douche par semaine et à l'eau froide, ça fera 20% d'importation de gaz russe en moins. C'est énorme. Bah, je sais pas, si c'est ce qu'on m'a envoyé. Non, c'est une blague. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, Valérie, bon, je sais pas. Une douche par semaine. Non. Là, vous êtes laissé avoir. Christine, vous vouliez répondre à ce que disaient Jean-Luc Benamias et Éric Revel sur le GIEC? Oui, alors sur le GIEC, mais j'ai cru lire rapidement, parce que malheureusement, ce pauvre rapport du GIEC, il passe quand même... sous les radars. Oui, je suis d'accord. Il fait quand même quelques propositions. Il dit oui, effectivement, dans 3 ans, en gros, si on ne fait rien, on va tous mourir. Donc c'est vrai que c'est vachement encourageant. Mais il fait quand même quelques propositions pour essayer de faire prendre conscience de l'urgence. Et il y a quelque chose d'assez faramineux. Moi, je suis allée en Tarn-et-Garonne hier. Les images sont saisissantes parce que pour sauver les cultures, en plein hiver, il faut arroser. Donc en fait, c'est une bataille de l'eau qui va se profiler. Il faut de l'eau l'été pour éviter les sécheresses, mais il faut aussi de l'eau l'hiver face à ces aléas. 19 épisodes de gel en 4 ans chez l'arboriculteur chez qui j'étais. Donc lui il dit laissez-nous utiliser l'eau pour sauver nos cultures. Et d'un autre côté, il faut préserver la ressource en eau. Donc on voit que ces sujets sont colossaux, sont vertigineux quand on s'y penche un peu. Et malheureusement, je trouve quand même que dans cette campagne électorale, c'est passé complètement, on est passé, ou nous ou les autres, complètement à côté. Nicolas Corato. Ce rapport du GIEC, il a un autre intérêt, c'est d'aller percuter une idée reçue qui serait que finalement... Nous, les pays occidentaux, et notamment la France, on serait assez vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre et que ce serait avant tout l'affaire des pays en voie de développement qui consomment beaucoup plus de pétrole, d'énergie fossile, etc., de charbon. Et finalement, ce rapport remet les choses en place puisqu'il explique que 10% des femmes et des hommes qui vivent le mieux sur la planète émettent quasiment 45% des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ce sujet n'est pas un sujet pour les pays pauvres ou les pays en voie de développement. C'est pas un sujet pour les Chinois ou pour l'Inde. C'est un sujet pour l'Europe et pour la France. Encore aujourd'hui et malheureusement encore demain. Donc effectivement, il y a urgence à agir. Et sur l'eau, un petit mot également. On a en France, il y a un seul candidat qui en parle, c'est Jean-Luc Mélenchon, un réseau de canalisation qui a 150 ans et qui aujourd'hui perd entre un tiers et la moitié de l'eau qui y est acheminée en termes de fuite. Là, et ça, c'est une question de volonté politique et d'investissement public. Le jour où on se remettra effectivement à ne pas gâcher l'eau, peut-être qu'on pourra mieux l'utiliser pour nos agriculteurs ou pour notre consommation. Juste un dernier Jean-Luc. Valérie, Oui, allez-y, Jean-Luc. Les Alpes-Maritimes, qui ont subi, chacun s'en rappelle, l'an dernier et les années d'avant, de graves inondations, plus que graves. Vallée de la Vésubie, vallée de la Roya. Tout le monde a les images en tête. Eh bien, cette année, il y a un manque d'eau considérable. Là encore, on l'a vu sur les chaînes de télévision, on en a parlé dans les radios, il y a un manque d'eau considérable parce qu'il n'a pas assez plu, il n'a pas assez léger. C'est contradictoire, c'est complexe, ces histoires de climatiques, parce que selon les endroits, les événements arrivent totalement différemment et parfois inversés. Vous diriez que Nicolas Corato, que Mélenchon est un meilleur écologiste que Yannick Jadot? Non, je dis que sur certains sujets, notamment sur l'eau, c'est un des seuls candidats qui en a fait un sujet de campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est habitué à ça, à prendre un sujet, les jeux vidéo, l'eau, des sujets qui sont un peu hors du scope et d'en faire un sujet public. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je ne dis pas que son programme est intéressant en soi, je dis que c'est intéressant de mettre ce genre de sujet sur la table. L'eau, c'est un sujet quotidien, c'est un sujet vital pour les êtres humains et donc pour les Français. Et c'est normal que ce sujet soit sur la table de la présidentielle. Allez, petite pause et on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio. C'est l'heure du journal, il est bientôt 11h et on se retrouve après pour commenter l'actualité. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Vous le retrouvez également tous les matins à 9h pour Revel en campagne. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. On va revenir sur les PME qui sont de plus en plus fragilisées, sur ce qui se passe en Ukraine, massacre ou pas selon certains. Jérémy Cohen, récupération politique, la lumière doit être faite sur cette affaire et Emmanuel Macron qui refuse l'invitation de France 2
On va en parler dans un instant. Rien de grave, quelque chose est tombé dans le studio si vous avez entendu un bruit. On continue rapidement vos coups de cœur, vos coups de gueule. Nicolas Corato, coup de gueule. Oui, un petit coup de gueule parce que le monde d'après, le nouveau monde n'est toujours pas pour aujourd'hui. Vous savez, en France, on a divisé la SNCF en deux. Il y a les trains d'un côté et les rails de l'autre. Alors les trains, ça s'appelle SNCF Voyage et les rails, ça s'appelle SNCF Réseau. Vous savez aussi que depuis quelques mois, il y a une ouverture à la concurrence sur la partie des trains et qu'il y a des Paris-Lyon qui sont proposés par une société italienne, Trenitalia. Et on découvre chez vos confrères du Parisien ce matin qu'en fait, SNCF Réseau, donc qui gère les rails, a donné une ristourne de 37% au droit de péage de cette compagnie italienne pour effectuer ses allers-retours Paris-Lyon. Autrement dit, aujourd'hui, pour permettre la concurrence, on a une entreprise publique, la SNCF, qui paye plein pot ses péages sur les rails, et donc ça se retrouve dans nos billets de train, c'est 30 à 40% du prix d'un billet, le péage que paye la SNCF à SNCF Réseau. Et puis une compagnie italienne qui va s'exonérer à hauteur de 40% de ce même droit de péage qui permet quand même de garder l'infrastructure ferroviaire en l'état, que ce soit les grandes ou les petites lignes. Et je suis très étonné parce que dans le papier de vos confrères du Parisien, qui est très bien fait, SNCF Réseau explique en fait que leur problème, c'est de ne pas être suspecté par l'autorité de la concurrence de favoriser SNCF Voyage. Donc on marche sur la tête. On a des entreprises publiques qu'on est en train d'assécher. C'est la même chose finalement quand on regarde ce qui s'est passé pour EDF, qui doit vendre à bas prix, voire même à prix coûtant de l'électricité à ses concurrents. On est en train d'organiser une concurrence. Alors moi je sais bien que la concurrence, ça peut être vertueux, mais quand il s'agit de détruire et de détricoter des entreprises publiques que nous finançons, nous les contribuables, nous les usagers du train, depuis des années sur nos deniers, et qu'en quelques mois, en quelques années, on va détruire, et ensuite on nous dira la SNCF Voyage est déficitaire, il faut la privatiser. Voilà exactement ce qui ressemble à l'ancien monde et qui perdure dans le nouveau depuis le Covid. Je suis très heureux qu'Éric Je vais vous expliquer comment, à partir d'un fait juste, que vient de rappeler Nicolas Corato, on peut voir les choses d'une manière ou d'une autre manière. Ouais. Alors, il a évidemment fait son analyse sur l'éclatage. Factuellement, c'est juste. Mais je vais vous dire une chose, c'est que la concurrence nécessite normalement qu'on se batte à armes égales. N'est-ce pas? C'est ça la concurrence, loyale et non faussée, comme disent les économistes. Alors, on peut se révolter sur ce que vous venez de dire, et vous l'avez fait. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que si la SNCF n'était pas subventionnée par l'État français, on n'aurait pas les tarifs que l'on a sur les billets. Ça veut dire que le fait que ce soit un service public, et tant mieux pour tout le monde, le fait que ce soit un service public, Nicolas, ça, il faut le savoir, ça oblige depuis des années, l'État à investir et à réinvestir et à boucher les trous de la SNCF ou du réseau de transport, la RT, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, depuis des années. Donc en réalité, la SNCF, elle est sous perfusion financière de l'État. Donc en fait, la concurrence n'est pas juste d'un point de vue de la SNCF. Et je rajoute, parce que c'est pas la concurrence qui va permettre de garder le service public et les Je disais simplement qu'on peut voir cette affaire différemment. Et je vais vous rappeler une chose, parce que vous êtes un spécialiste de la SNCF, je l'ai senti, c'est que il y a quelques années, la SNCF avait ouvert à d'autres transporteurs français, la plupart du temps, le fret. Il y avait la possibilité, quand on n'était pas SNCF, de faire du fret. Alors, je me souviens, la Colas, filiale du groupe Bouygues, d'autres avaient pris des licences de fret. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que la plupart de ces boîtes qui devaient concurrencer la SNCF sur le fret ont laissé tomber, pour une raison très simple, c'est qu'à l'intérieur même de la SNCF, ceux qui refusaient la concurrence, et notamment les syndicats les plus engagés, faisaient tout comme par hasard pour que les wagons du fret SNCF passent en premier, et ceux qu'on ouvrait à la concurrence pour Colas ou pour d'autres ne passent pas. Donc si vous voulez, méfiez-vous quand même quand vous maniez l'art de la concurrence. Méfiez-vous parce qu'elle est très compliquée en France, surtout à mettre en place face à la SNCF. Figurez-vous que dans mon exemple, Trenitalia se voit attribuer les meilleurs horaires de matin et de soir sur l'aller-retour Paris-Lyon. Donc il n'y a pas aujourd'hui, et c'est bien le problème, il n'y a plus ce genre de contraintes que vous citez. Il y a simplement le jeu d'une vision économique et sociale de la société qui finalement va entraîner le détricotage et peut-être la mort définitive d'une entreprise publique dont je pense
à laquelle je pense que les Français, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir, sont très attachés, parce que derrière, il y a aussi une question de souveraineté. Le jour où ce seront les trains italiens qui remplaceront les trains français sur nos rails et qu'on aura besoin de les mobiliser, notamment pour faire des évacuations hospitalières, on aura peut-être moins de facilité. Il y a un point où je suis en total accord avec vous, et je rejoins ce que disait Jean-Luc Bellamias tout à l'heure. Il parlait de ce drame qui s'est déroulé dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Vésubie et de la Roya, qui ont été inondés, qui ont été massacrés par Eh bien, il y a un truc que les habitants et les élus locaux ont en tête et qui a sauvé, notamment la Roya, c'est le petit train. C'est le petit train de la SNCF qui n'était pas rentable, mais qui a assuré, alors que toutes les routes étaient détruites, l'acheminement de nourriture de première nécessité. Donc la SNCF, à mon avis, s'il y a un point sur lequel elle doit travailler, et je pense que Jean-Pierre Farandou, qui a succédé à Guillaume Pépi, l'a en tête, c'est qu'avant de fermer des petites lignes pour des causes de rentabilité, il faut s'interroger. Je dis pas que nos vies valent plus que leurs profits. Vous voyez, je vais pas me poutouiser ou me macroniser, puisque maintenant Macron reprend les termes de l'extrême gauche. Mais c'est un point essentiel. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait du tout TGV dans ce pays, rapide, souvent cher, au détriment de toute cette petite liaison. Eh bien, la vallée, le désastre de la vallée de la Roya et de la Vésubie, mais la Roya surtout, a montré que ce petit train qui montait jusqu'à Tende a été essentiel pour les gens. Oui. Voyez, moi je suis honnête. Jean-Luc voulait réagir, et Christine éventuellement sur cette question. Quelques mots. Cette concurrence libre et non faussée, c'est les restes de la Constitution européenne et c'est le traité de Lisbonne qui pousse effectivement à ce qu'il y ait soi-disant concurrence libre et non faussée. Et par rapport à ce train italien qui fait 2 allers-retours par jour entre Paris et Milan, en passant par Lyon, pourquoi on a baissé les prix? C'est quand il y a eu l'appel d'offres ouvert. Personne, aucune société européenne et internationale n'a répondu. Il a fallu donc que la SNCF baisse les tarifs, ou le réseau ferré baisse les tarifs, pour qu'il y ait enfin une ouverture à la concurrence. Parce que si la concurrence est facile dans tout ce qui est aéroporté et aviation, elle est beaucoup plus difficile évidemment sur les lignes de train. On ne peut pas en mettre plusieurs à la fois, ça n'est pas possible. Ce qui est possible dans l'air et dans le ciel. Et donc on est arrivé à cette contradiction. Après, deuxième contradiction, sur le train de Tende, eh bien, c'est bien les Italiens qui avaient encore la solution, puisqu'on ne pouvait plus passer dans la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie. Et donc, heureusement, ce train a été remis en place assez rapidement en passant par l'Italie. Il ne passe toujours pas en France, à ma connaissance. Allez, on va changer, on pourra en parler longtemps. Christine, vous avez un coup de gueule? Oui, alors je vais m'intéresser aux 330 salariés de la SAM. À 14h tout à l'heure, ils sont expulsables de leur usine. Alors c'est quoi la SAM pour ceux qui ne sauraient pas? La SAM, c'est la dernière fonderie industrielle française. Son unique donneur d'ordre, Renault, s'est désengagé, condamnant inévitablement cette usine qui travaillait essentiellement et uniquement pour l'industrie automobile, et notamment pour le secteur du diesel, eh bien, a été condamnée. Alors Decazeville, je vous fais le topo. Ouais. Ex-bassin minier, ils ont vécu déjà 2 révolutions industrielles minières, ils ont fermé la maternité, donc je vous laisse imaginer le dégât que ça peut provoquer. Aujourd'hui, il y avait une possibilité de reprise. Les salariés on va dire, il y a un projet qui est soutenu plus ou moins par les collectivités locales par un repreneur, mais qui a besoin des outils, qui sont dans cette usine. Sauf que le repreneur et le liquidateur judiciaire dit bah non, ça nous appartient, et la justice leur a donné jusqu'à 14h pour quitter les lieux. Les salariés disent non, on reste là parce que ces outils, ça peut servir à un projet de reprise. Je ne comprends pas. Pas un seul candidat, des 12, pas un seul n'est venu à SAM, à Decazeville. Ouais. Pas loin, hein. Bon, c'est à 2 heures de Toulouse, 2h15. Ok, c'est un peu compliqué d'y aller, mais pas un seul sujet. Tous les sujets sont réunis de la campagne présidentielle, la relocalisation des usines, l'industrialisation du pays, les maintiens de l'emploi en zone rurale, en zone défavorisée. Enfin, tout est réuni puisqu'on peut faire de la transition écologique aussi avec ça. Il n'y a pas un seul candidat qui n'a posé ses pieds à Decazeville pour soutenir les ouvriers. Alors,
je m'interroge sur, il y a eu d'autres précédents, est-ce que de s'engager sur un projet de reprise comme on a pu connaître en 2017 avec Whirlpool, est-ce que ça a donné derrière? Est-ce que maintenant les candidats sont frileux? Bon, il y avait un vrai sujet quand même à poser sur la table de la campagne présidentielle. Bah oui, mais c'était pas la, c'était ça les intéresse pas, ça ne les intéresse pas visiblement, ça ne les intéresse pas, oui, absolument. Les partis ouvriers quand même. Je vais donner la parole à Eric dans un instant pour son coup de gueule. Hier, on parlait des professions de foi. Est-ce que vous les avez reçues? Oui. Non. Bah non. Bah non. Bah non. Ah si, oh là là, mais moi j'en ai reçu plein, je peux vous en donner. Peut-être dans votre résidence secondaire. Non. Ah bah ça je ne sais pas, j'y ai pas été encore. Mais, et hier, on a un auditeur qui nous expliquait qu'à Montpellier, les facteurs, les postiers sont en grève parce qu'ils réclament une prime. Et alors hier, j'ai vu aussi un cabinet de conseil a été missionné pour gérer la distribution des professions de foi jusqu'aux législatives. Selon Public Sénat, le contrat a été conclu fin 2021 avec Sémaphore pour près de 290 000 euros. Ce cabinet appartient à Pierre Ferracci, un proche de Emmanuel Macron. Il n'y avait pas eu déjà de gros soucis avec la distribution d'entreprises privées? Si, c'était les mêmes, Jean-Luc? C'est la même boîte qui avait loupé. Ça a donné les mêmes résultats. Oui, c'est ça. Pour les régionales. Lors des départementales et régionales, à Marseille, des pauvres gens qui étaient embauchés je ne sais comment, traverser une route et laisser tout tomber par terre, toutes ces professions de foi, c'est-à-dire qu'on avait pris des gens lambda, amateurs complets, qui se trimballaient avec les professions de foi. Et rappelez-vous ces images où on trouvait des professions de foi dans la nature. Et ben donc là, c'est un cabinet conseil qui est chargé de gérer cela. Non, moi non plus, je les ai pas reçus. Alors j'ai remarqué une chose, Valérie, chers amis, sur les professions de foi, alors, et surtout sur les portraits des candidats. Je les ai mis tous sur une table. J'ai regardé, parce que c'est assez intéressant, il y a deux types de candidats. Je vous dirai pas qui, vous ferez l'exercice vous-même. Il y a le candidat qui, sur son portrait de la présidentielle, regarde en face, donc qui regarde les Français. Et il y a ceux qui regardent légèrement à gauche ou à droite, vers l'avenir. Exactement. Ça m'a frappé. Il y a deux catégories de candidats, vous verrez. Il y en a autant à gauche qu'à droite. Ceux qui regardent les Français droit dans les yeux. Et ceux qui regardent plutôt, pour les Français évidemment et pour leur plus grand bonheur, vers l'avenir. Mais pratiquement aucun sur leurs affiches ne met désormais un logo de parti politique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les partis politiques ont disparu pendant cette élection présidentielle. Christine, vous les avez reçus à Toulouse? Non, alors j'ai appris en revanche que, pas encore, alors ça risque peut-être d'arriver, je discute avec mon facteur. Lundi prochain, ça va arriver. C'est peut-être possible. J'ai reçu des cartes d'électeurs, ça c'est sûr, mais apparemment ce sont les fonctionnaires des préfectures et des collectivités qui sont chargés à nouveau de faire ces mises sous pli. Donc peut-être qu'il y a un petit problème d'organisation de ce côté-là. Peut-être que le cabinet de conseil fera en sorte d'aller mieux. Mais ils ont 3 jours minimum de boulot. Rien que sur le département de l'Aveyron, m'a dit la préfecture, ils en ont pour 3 jours complets pour faire 260 000 mises sous pli des professions de foi. Il faut le temps de prendre connaissance du PowerPoint élaboré par le cabinet de conseil. C'est pour ça. Absolument. Mais je rappelle aussi que dans les aberrations, la procédure des procurations. Je reviens, c'est mon sujet, mon dada. Mais si on veut freiner les gens d'aller faire de donner des procurations, allons-y, quoi. Oui, parce qu'il y a des queues invraisemblables devant les commissariats. Et il y a aussi les nouvelles cartes d'électeurs. J'ai découvert ça. On a des nouvelles cartes d'électeurs avec un nouveau numéro. Et je rappelle que la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour aller voter. Donc, une carte d'identité suffit. Une carte d'identité suffit. Un passeport. Rassurez, Nicolas. Et vous pouvez vous pouvez également aller chercher votre numéro identifiant, mais il y a des nouvelles cartes d'électeurs avec un QR code. Avec un QR code. Que je n'ai pas reçu. On ne sait pas à quoi il sert ce QR code. Absolument. Ah non, pas de complotisme, Nicolas Corato. Pour les procurations. Voilà, c'est ça. Voilà un vrai républicain. Voilà, c'est pour les procurations. C'est cet ami qui a fait une procuration qui m'a dit attention, il y a des nouvelles cartes. Parce que j'avais pas la réponse. Il y a des nouvelles cartes d'électeurs, mais vous n'en avez pas besoin. Mais vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Moi, j'ai vérifié, je suis bien inscrite et j'irai voter. On se retrouve dans un instant. Nous irons voter avec votre coup de gueule, Éric Revel. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi avec Nicolas Corato, Éric Revel, Jean-Luc Benamias et Christine Bouillot. Alors Éric, votre coup de gueule nous emmène sur un débat, va nous emmener sur un débat tout à fait intéressant. C'est vrai? Allez-y. Bah oui, je voulais le traiter, écoutez, donc ça tombe bien. Moi je suis choqué que l'homme de la Startup Nation, candidat à sa propre succession, refuse une grande émission politique sur le service public qui s'appelle Élysée 2022. Parce que deux choses l'une, ou bien il n'a pas peut-être le candidat président envie qu'on lui parle de son bilan, il n'a pas envie
qu'on essaie de voir un peu plus loin sur les propositions économiques assez antisociales qu'il fait sur la retraite à 65 ans ou sur le RSA. Ou alors, mais je ne veux pas imaginer le pire, ou alors il traite tout ça avec tellement de désinvolture et d'arrogance qu'il se dit, comme de toute façon je suis en tête largement du premier tour, c'est même pas la peine que je m'abaisse à débattre. Mais finalement, cette campagne, qui est une fausse campagne, qui est une campagne sans débat, où on n'a pas projet républicain contre projet républicain, donc ça c'est escamoté, et... Pardon, mais avoir le président candidat sortant venant justifier son bilan et nous expliquer son projet, c'est quand même éclairant pour les Français qui, à 25 ou 30%, ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Le fait qu'il se soustrait à ça, ben moi je dis que ça participe à l'affadissement, à l'affaiblissement du débat démocratique dont on a besoin encore plus en ce moment dans une société fracturée. Et donc je regrette vraiment que le président de la République n'honore pas de sa présence cette émission. Alors vous allez me dire, il en a fait d'autres, etc. Oui, mais pardon, c'est un candidat comme les autres. Vous vous souvenez du débat entre Mitterrand et Chirac? On peut les citer puisqu'ils sont plus candidats. Bon, Chirac disant, mais il n'y a pas ici un président, il y a deux candidats, et Mitterrand lui répondant, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Eh ben, les Français, ils aiment ça. Ils aiment ce genre de choses. Alors, le débat du second tour, on l'aura forcément. Mais là, on a l'impression que on nous a volé une partie de cette campagne, une partie des débats, chaque candidat s'exprimant dans un coin, ne voulant pas débattre avec... Bon voilà, et je pense qu'on avait besoin de quelque chose de plus fort. Mais le président de la République est allé sur France Inter, il est allé chez Francis TF1. Letellier, il est allé sur TF1, donc est-ce qu'il n'a pas le droit de choisir les endroits où il va? Est-ce que cette émission est une émission incontournable? Bien sûr, il a le droit de choisir les émissions qu'il va. Peut-être d'ailleurs qu'il s'est méfié des journalistes du service public qui... parfois pour essayer d'inverser un peu ce qu'on pense d'eux, aurait été capable d'être beaucoup plus virulent qu'il ne l'imagine avec lui et avec son bilan. Petite précision, un auditeur me dit, je suis facteur dans le Sud, le problème vient pas forcément de nous, vu qu'en général, on reçoit 3 ou 4 jours avant le jour des élections. Donc effectivement, c'était pas... Les professions de foi. Oui, les professions de foi. Pardon, Nicolas. Oui, non, moi, en tant que citoyen, je regrette qu'il ne participe pas à cette émission, qui est d'abord une très bonne émission, je pense qu'une des meilleures émissions de politique qu'on a vues depuis longtemps. C'est pas parce que c'est sur le service public, mais qui donne du temps aux candidats pour s'exprimer sur différentes phases, sur différents thèmes, avec plusieurs intervieweurs. C'est plutôt bien fait et c'est regrettable effectivement qu'il ne se livre pas à cet exercice. Deuxième point, c'est dommage également pour lui, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a un déficit de campagne et que peut-être que ses équipes ne le voient pas encore, mais la dynamique d'Emmanuel Macron est négative dans les sondages, il perd des points au fur et à mesure que le temps passe, et effectivement, une campagne, ça se gagne aussi sur le terrain, aussi en faisant des débats, aussi en faisant campagne. On a vu des présidents sortants réélus, y compris François Mitterrand en 88, mais je rappelle qu'en 1988, même si François Mitterrand s'est présenté très tardivement à la présidentielle, il a fait une vraie campagne qui reste d'ailleurs dans les annales en matière de mobilisation d'un électorat. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un blanc-seing à Emmanuel Macron pour le second tour, ni même pour la victoire finale. C'est pas en 15 jours qu'on rattrapera le retard perdu. C'est ce qu'a dit ce matin Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio. Il dit le scénario d'un second tour Macron-Marine Le Pen n'aura pas lieu. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ça n'aura pas lieu. Je pense j'ai une très sérieuse probabilité d'y arriver et que M. Macron ferait bien de se demander s'il est réellement certain qu'il va s'y trouver. Regardez les courbes. Et d'un autre côté, on avait également Nicolas Dupont-Aignan, qui était aussi invité sur Sud Radio et qui disait « Il y a 12 millions d'indécis, je demande aux Français de ne pas se polariser sur les sondages et de voter en fonction de leurs convictions. Cette élection a été manipulée de A à Z par Emmanuel Macron. » Évidemment, les sondages sont au cœur des débats et de la campagne. Sur cette décision, Christine Bouillot, du candidat Macron de ne pas aller participer à l'émission de France 2. Pour paraphraser des électeurs macronistes convaincus, ils n'aiment pas trop la chaise vide en fait. Ils sont un peu inquiets je pense qu'ils ne les écoutent peut-être pas trop. Mais comme la nature a horreur du vide, l'absence sur ce genre de débat à quelques jours de la présidentielle a de quoi désarçonner un peu ces électeurs. Donc il ferait mieux de se méfier parce qu'il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il peut répondre. Il a un bilan certes, mais il peut y répondre. Et l'argument contre-argument, je pense que les gens ont besoin de ça à 4 jours du scrutin pour se faire encore une idée. Et puis, ça donne effectivement le sentiment que ce premier tour ne l'intéresse pas. Donc, c'est un
piège peut-être dans lequel il est en train de s'enferrer. En tout cas, il n'y a pas de campagne de son côté. Ses équipes sur le terrain ont du mal à faire imprimer. Quand je dis imprimer, c'est à faire remonter les sujets, comprendre quels sont les gros sujets, parce que ce qui colle aujourd'hui sur la campagne d'Emmanuel Macron, c'est l'affaire McKinsey, c'est la retraite à 65 ans. Enfin, c'est des sujets qui sont pas forcément à son avantage. Voilà. Oui. Jean-Luc Benamias. Il faut qu'il aille au contact peut-être un peu. Jean-Luc Benamias. J'ai du mal à comprendre ce refus, puisqu'il ne s'agit pas de débat, il s'agit de débattre avec des journalistes de France Télévisions. Donc le risque est assez faible d'avoir un débat cafouilleux, et Emmanuel Macron généralement sait répondre aux questions qu'on lui pose. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de plus costaud derrière tout ça, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron par rapport au service public de la télévision. Mais il est allé sur France 3, enfin pour sa défense, il est allé sur France 3, il est allé sur France Inter, dans la matinale de France Inter. Valérie, j'entends, mais quand on regarde les audimates, quand on regarde les audimates des différentes émissions, c'est pas la même chose. France 2, ça marche. Faut pas dire que l'émission, elle marche pas super bien, cette émission. Enfin, non, mais je le sais, c'est 2 millions. Oui. Selon les candidats et candidates, ça va de 1,2 million jusqu'à 2 millions, 3 millions. Voilà. Mais quand même, par rapport aux émissions politiques, c'est une des plus grosses émissions. Oui, c'est plus que France Inter, c'est plus que les autres émissions. Et à ce niveau-là, je ne vois pas d'autres raisons, parce que il risque rien à aller dans cette émission. Mais non, mais donc pourquoi il n'y va pas? Au contraire. Pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il n'y va pas, Éric Revel, à votre avis? Parce qu'il ne peut pas tout faire non plus. Son équipe dit on n'a pas fait Cyril Hanouna ni Magali Berda. Oui, et on n'a pas fait BFM ou CNews justifie l'entourage du président candidat. Bon, c'est vrai que c'est quand même cette émission politique, elle change de nom suivant les élections, mais c'est quand même je pense, un passage obligé, le service public. Bon, voilà, après on pense ce qu'on veut, mais alors il y a peut-être aussi, moi j'écarte pas ça, l'idée que il est un peu au-dessus de tout ça. Vous savez, les instituts de sondage l'ont tellement qualifié depuis le début pour le second tour, que peut-être son entourage et lui-même sont persuadés que c'est pas le sujet, le premier tour, que c'est le second tour. Mais attention. Vous savez, dans les primaires, dans les différents partis politiques, vous avez des candidats qui se sont plantés parce que ils ont pensé qu'ils étaient au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors qu'on leur demandait d'avoir des arguments pour le premier tour de la primaire de leur parti. Absolument. Attention, se tromper d'élection ou se tromper de tour, se voir déjà au second tour alors qu'on n'a pas franchi le premier tour. Alors, on verra. Mais là, je rejoins Nicolas. Il y a un sujet peut-être, parce que les sondeurs raisonnent souvent en termes de dynamique et non pas de chiffres figés. Et là, pour l'instant, il y a deux dynamiques et il y a deux dynamiques montantes, si j'ose dire, et une dynamique baissière. Les deux dynamiques montantes, c'est Mélenchon et Marine Le Pen, qui est dans une vraie dynamique. Voilà. Et la dynamique baissante depuis ces derniers jours, je ne sais pas si elle se prolongera jusqu'à dimanche, c'est celle d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est indéniable. Il perd 0,5 en moyenne dans notre rolling IFOM fiducial pour Sud Radio. On a Marine Le Pen qui, selon les jours, tous les jours, il perd 0,5. Oui, depuis une semaine, il perd 0,5. Voilà, si la marge d'erreur est à 2 ou à 3, est dans une dynamique de hausse, et Marine Le Pen aussi, avec des jours où ça fluctue. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Vous vouliez redire quelque chose, non, sur ce sujet ou pas? On va passer peut-être à l'actualité d'hier. Jérémy Cohen, ce jeune homme souffrant d'un handicap non visible, a traversé les voies ferrées, a été percuté par un tramway à Bobigny. Il venait d'être agressé par des jeunes. Il est décédé. C'était le 16 février, je vous rappelle la date. Et hier, la vidéo est ressortie sur les réseaux sociaux. Toute la classe politique, ou presque, a réagi. Marine Le Pen a évoqué dans un tweet ce qui pourrait être un meurtre antisémite. Éric Zemmour a aussi tweeté: est-il mort parce qu'il est juif? Cette hypothèse n'a pas été évoquée par le parquet de Bobigny. Hier soir, l'avocat qui était invité chez Cyril Hanouna était extrêmement prudent. Toute la lumière doit être faite. On tweetait Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Une première enquête avait été ouverte pour déterminer les hypothèses de l'accident. Est-ce qu'il a été frappé parce qu'il s'enfuyait?
Valais. On se souvient de l'agression de Papivoise, Éric Revel, en 2002, qui avait considérablement intensifié et dramatisé la fin de campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça peut être de Jacques Chirac, pardon, de Jacques Chirac en 2002. Est-ce que ça peut, là aussi, avoir un impact? Moi, je me suis posé la question ce matin dans mon éditorial, parce que c'est vrai que l'affaire Papivoise, ce monsieur qui avait été roué de coups, dont on avait brûlé la maison, là aussi par une bande de jeunes, avait frappé les esprits. Et avant cet événement en 2002, je vous rappelle de mémoire le sondage qui était en place. C'était Jacques Chirac 24, Lionel Jospin 22, Jean-Pierre Chevènement 14, Jean-Marie Le Pen 8. Et suite, mais il n'y a pas que ça, parce que Lionel Jospin n'avait pas fait une bonne campagne, c'est moins qu'on puisse dire. Bien, avec certains traits communs avec Emmanuel Macron, peu d'arrogance, vous voyez. Mais en tout cas, beaucoup d'observateurs ont dit que ce fait divers, monté en épingle ou pas par certains médias, avait pesé sur la campagne, puisque je vous rappelle que le second tour, c'était Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen et non pas Lionel Jospin, comme on le sait. Donc, c'est vrai que là, cette fin de campagne, et c'est normal, vu ce que nous traversons, elle est centrée sur la question du pouvoir d'achat. Ouais. Mais le thème de l'insécurité, évidemment, l'enquête dira tout ce que vous avez dit, Valérie. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un acte antisémite? Est-ce que l'enchaînement, comme on le voit sur cette vidéo absolument terrifiante, où on voit un attroupement de jeunes violentés, harcelés. Les images sont pas très claires, hein, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont agressés. Mais on voit quand même ce jeune Jérémy, qui avait 31 ans, donc le 16 février, qui était handicapé, essayait, en tout cas il s'extrait de cet endroit, l'enquête le dira, et il percute, parce qu'il ne voit pas, de plein fouet ce tramway. Les images sont glaçantes. Les images sont terribles. Est-ce que le thème de l'insécurité va revenir sur la table? Alors j'entends bien, attention à la récup. Oui, parce que hier, Éric Zemmour était invité du journal de 20h. Mais apparemment, le père de Jérémy Cohen l'a appelé pour lui parler. C'est ce qu'il a. Mais moi, ce qui me frappe aussi, je veux dire, je vais essayer d'être équilibré. Je ne vais pas dire que l'insécurité redevient le thème majeur de cette fin de campagne. Mais ce que je voudrais dire aussi, pour être totalement équilibré, c'est que, évidemment, il faut que l'enquête fasse la clarté sur tout ça. Mais je me pose aussi une question, pourquoi est-ce que cette vidéo n'a pas été sortie avant, notamment pour ceux qui enquêtaient, après cet accident? Parce qu'en fait, j'ai entendu ce matin, Et pourquoi est-ce qu'elle ressort à une semaine de l'élection présidentielle? Absolument, on se souvient de ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous verrez que dans la dernière semaine de l'élection présidentielle, on aura un meurtre. En fait, ce qu'expliquait un policier ce matin, Mathieu Vallet, c'est que c'est un quartier difficile, qu'il n'y a eu aucun témoignage donné à la police, et que cette vidéo a été filmée par des étrangers, et qui a été mise sur un réseau social étranger, et qu'elle a été récupérée comme ça par les frères et par la famille. Donc elle sort maintenant. Maintenant, hier, Éric Zemmour, interrogé sur sa première décision une fois élu président de la République, répond: j'irai voir la famille de Jérémy Cohen. Et donc le journal de 20h, avec près de 6 millions de téléspectateurs, il porte cette affaire devant le public le plus large qui soit, et on peut parler peut-être d'instrumentalisation politique. Je voudrais juste rajouter ça, parce qu'il faut être juste, et il faut être équilibré, et il faut dénoncer l'antisémitisme, quel qu'il soit. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, mais je ne dis pas que c'est un acte antisémite, mais quand vous voyez, par exemple, moi ça m'a choqué, je vous le dis, peu importe ce qu'on pense du personnage et de sa campagne, mais quand vous voyez des affiches d'Éric Zemmour avec des graffitis où il y a marqué « sale juif dehors », moi je dis attention. Mais c'est ce que raconte Noémie Adioua dans son livre sur les juifs qui quittent la France. Il y a un antisémitisme qui existe, mais là, à 3 jours, 4 jours de l'élection... On peut écrire sur une affiche, pourquoi pas, un truc politique, mais « sale juif dehors », pour Éric Zemmour, attention, on est dans un pays qui bascule. Absolument. Nicolas Corato? Oui, moi je suis très très mal à l'aise, parce que il y a un drame, une tragédie, et j'en reste moi aux paroles de l'avocat hier sur BFM TV, l'avocat de la famille, qui disait lui-même à la famille, c'est-à-dire à son client, au père de Jérémy, que la meilleure manière d'obtenir gain de cause et d'obtenir justice, c'était de laisser faire l'enquête, de laisser faire les enquêteurs, de laisser faire la justice, et de surtout éviter l'instrumentalisation politique de ce genre d'affaires. Parce que la meilleure manière, effectivement, de ne pas obtenir justice,
c'est de laisser ce drame, ce crime dans le débat public, dans le débat politique. Il y a aujourd'hui des zones d'ombre sur cette affaire. Il faut que la lumière soit faite. Il faut que la justice soit rendue. Il faut que s'il y a des coupables, ils soient arrêtés et jugés. Et ça se fera pas entre les deux tours de la présidentielle. Non. Et c'est bien tout le problème de ce genre d'affaires. C'est bien tout le problème de ce genre d'affaires. Jean-Luc Benamias. Bon, d'abord, soutien total à la famille qui a, d'après ce que j'ai compris, n'en a pas fait une affaire tout de suite. Mais c'est quand même, il faut se rappeler que c'est quand même la famille qui cherche les images, qui cherche ce qui se passe avant l'accident et l'écrasement par un tramway du jeune. Derrière tout ça, faut pas se leurrer. J'ai regardé les images, j'ai même pas été jusqu'au bout tellement c'est atroce. J'ai pas regardé l'image de l'accident parce qu'à un moment donné, on arrête. Ce que j'ai vu, c'est quand même que cette bande de jeunes frappe gravement le jeune Cohen. J'ai vu quelque chose d'incroyable, d'ailleurs, même dans ces images, je me suis arrêté après. Il y a une dame, si vous regardez bien les images, il y a une dame qui essaye d'arrêter les jeunes, qui essaye de leur dire maintenant stop. Oui, on l'entend sur la vidéo, oui. Le jeune Cohen, pourquoi il traverse sans regarder? Il est totalement, il s'est vraiment fait frapper longuement. Il est déstabilisé et il ne regarde rien, ce qui est largement compréhensible. Derrière tout ça, faut pas se leurrer. Tous les quartiers en difficulté ne sont pas remplis d'antisémites notoires, mais une partie de la jeunesse et notamment confondent à la entre Israël et les Palestiniens et ce qui se passe dans les cités. C'est un phénomène absolument réel. Je sais bien que c'est une extrême minorité, mais cette minorité se croit en capacité de régler des conflits qui ne sont pas à régler en France. C'est ce que Noémie Alioua raconte, ce qui est devenu Sarcelles, qui était une ville, une commune donc de Seine-Saint-Denis où il y avait un certain nombre une communauté juive importante et qui petit à petit ont quitté cette ville. Christine Bouillot, cette affaire, est-ce qu'elle vous met mal à l'aise, comme le disait Nicolas Corato? Alors, elle met mal à l'aise, d'une part parce qu'effectivement il y a la vidéo et on s'aperçoit de l'inaction aussi de tous les gens qui sont autour. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui filme, qui crie même pas, qui essaye pas d'interpeller ceux qui font. Enfin voilà, déjà ça c'est la première. Enfin, la personne qui filme est très loin, elle est de l'autre côté du tramway. Il y a des gens qui hurlent. On voit une femme d'ailleurs qui essaye de. On la voit qui essaye d'empêcher les agressions, mais ceux qui filment, oui, ça je suis d'accord. Ça m'a toujours scotché cette façon de faire. Après, ce que disait, vous avez sans doute entendu la même interview que moi de ce commissaire de police Mathieu Vallée qui expliquait que pour l'instant l'enquête s'était focalisée sur un accident de tramway, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il y avait eu une agression avant puisque personne n'avait témoigné dans toutes les enquêtes de voisinage qu'ils avaient fait. Personne n'avait rien vu, personne n'a rien vu, rien entendu. Vous voyez la difficulté de l'enquête et les témoignages à recueillir sur place, et à tel point qu'ils ont décortiqué l'emploi du temps du chauffeur de tramway. Il y a aussi une trouille sur place, faut le dire. Il y a une trouille sur place. C'est ce que dit Mathieu Vallée. Bien sûr, il y a une omerta. Les gens ne veulent pas témoigner même s'ils ont tout vu. Parce qu'ils ont peur d'être victimes le coup d'après de représailles physiques ou autre chose. C'est aussi ça, ces quartiers. Il faut quand même le dire. Je dis Sarcelles c'est dans le Val d'Oise. Oui, c'est dans le Val d'Oise. J'ai pas osé vous dire. Vous auriez dû. Oui, non. Mais pardon, Christine, on vous a interrompu. Pardon. Non, mais c'est effectivement la difficulté déjà des enquêteurs d'arriver à recueillir des témoignages, parce que ce que je voulais dire, c'est que visiblement la victime était en train de ou dérangé, en tous les cas c'était sur un point de deal très connu de la ville, et donc effectivement à cet endroit-là, eh bien c'est la loi du plus fort qui règne. Donc c'est vrai que c'est très dérangeant de voir que cette situation-là, quand c'est filmé, ça se répercute. La prudence de l'avocat de la famille, aujourd'hui on l'entend. Quant à la récupération politique, j'ai envie de vous dire, Valérie, rien de neuf sous le soleil à 4 jours du premier tour, mais rien de neuf, quoi. Rien de neuf. Mais qui est un peu... ce qui est logique, enfin.
Ce qui est logique. C'est un sujet comme un autre pour les candidats à la présidence. Ce qui est un peu étonnant, mais peut-être explicable, c'est que certes, il y a cette caméra qui filme, mais nous sommes sur un site de tramway où un nombre de caméras de vidéosurveillance sont évidemment disponibles. Mais je ne reproche rien à personne par rapport à ça, faut être clair. Mais je pense que, comme la famille n'a pas voulu en faire une affaire, elle est atterrée, elle ne sait pas tout, ok. Et derrière tout ça, je pense que, comme tu l'as dit Valérie, on est resté au départ sur un accident. Sur un accident grave, mais sur un accident. Et c'est en cherchant derrière qu'on va voir d'autres images, forcément. Et il est évidemment compréhensible que le boulot de la police, c'est pas de sortir les images maintenant pour dire voilà, pour pas en rajouter. C'est pas la police qui les a sorties. La famille, d'ailleurs, s'est opposée à ce que ces images circulent. Bien sûr. Je viens de le dire. D'accord. Bon, on va marquer une pause et on va changer de sujet. On va parler avec vous peut-être de ces PME qui ont de plus en plus de mal à fonctionner à cause de la flambée des prix de l'énergie en particulier. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je voulais qu'on parle de cette enquête menée par la CGPME, enfin je crois qu'on dit plus G d'accord, CPME, la CPME. 86% des petites et moyennes entreprises sont désormais obligées de baisser leurs marges. C'est la conclusion donc d'une de ces enquêtes. C'est la principale conséquence de la flambée des prix de l'énergie. Et une PME sur 5 a fait le choix d'augmenter ses prix de vente. Parmi les plus impactées, ce sont les très petites entreprises qui ont souscrit des contrats d'électricité au prix du marché, mais aussi les PME industrielles. 8% d'entre elles ont même dû baisser leur production et certaines, j'ai vu, 1 sur 5 envisagent carrément de fermer, de mettre la clé sous la porte. Christine Bouillot, vous êtes souvent au contact, vous, de ces petites entreprises. On parle aussi de boulangers qui sont obligés d'éteindre leur four parce que ça consomme trop d'électricité. Ce qu'on constate, c'est que la machine est en train de se gripper. Considérablement. J'étais avec les entreprises des travaux publics du Gers vendredi, et très concrètement, alors ce sont des petites et moyennes entreprises qui fonctionnent avec la commande publique essentiellement, qui sont confrontées à la hausse des prix des carburants. Donc on passe d'un prix du simple au double, voire triple. Donc ça, c'est la première des choses. Et surtout avec des matières premières qui flambent, des prix qui flambent dans la journée. C'est-à-dire que les contrats sur du ciment, de l'acier, du béton, le devis de 9 heures n'est plus le même à midi. Donc ça veut dire que pour les chantiers, ils sont confrontés à devoir accepter ou pas un certain prix et de dire au-dessus de ce prix-là, je n'achète plus la matière première, l'acier, ce dont j'ai besoin. Donc je ne pourrai pas répondre à la commande publique. Et à contrario, vous avez les donneurs d'ordre, des clients en quelque sorte, qui sont confrontés aux mêmes hausses et qui disent voilà, moi je vais peut-être pas faire ces travaux-là ou ce chantier. Et donc, vous voyez que la mécanique de grippe est en marche et que c'est une situation qui, pour l'instant, n'a pas d'issue, parce que tout le monde est sur une tendance inflationniste qui n'a pas de, on va dire, de solution à très court terme, à moyen terme encore moins. On l'a évoqué hier dans tout ce qui était dans le domaine de l'agriculture également, Éric Revel, cette tendance. Moi, je voudrais vous faire une analyse un peu macroéconomique des choses. Moi, je pense qu'on a tous les ingrédients d'une crise sociale forte qui s'annonce. Je vais vous expliquer pourquoi. L'un des enseignements principaux de cette enquête de la CPME, donc qui représente les petites et les moyennes entreprises, c'est de noter que, au-delà des faillites possibles et dramatiques, c'est que la marge des entreprises se réduit. Ouais. Or, aujourd'hui, vous avez un double problème. Vous avez la réduction de la marge de ces entreprises et vous avez le besoin dans ce pays d'augmenter les salaires parce que le prix des produits de première nécessité est en train de flamber. Donc, il y a un besoin de pouvoir d'achat supplémentaire dans ce pays, c'est indéniable, mais à part dans l'administration et l'indice du point des fonctionnaires qu'a promis Emmanuel, le start-upper, si il est réélu, le président de la République, en fait, c'est les entreprises qui augmentent les salaires. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Vous avez des ménages français qui se paupérisent, qui ont un problème de pouvoir d'achat, qui ne peuvent plus se nourrir, acheter, et les choses vont encore augmenter. Et vous avez de l'autre côté l'impossibilité pour beaucoup de PME qui font l'essentiel du tissu et de l'emploi dans ce pays, l'impossibilité d'augmenter les salaires justement parce que leurs marges se réduisent à cause de leur propre coût de production. Donc vous êtes dans un espèce d'effet ciseau qui me fait craindre, le pire n'est jamais certain,
qu'on est peut-être, en tout cas on a sur la table, les ingrédients d'une crise sociale forte. Oui, et Sophie de Menton hier évoquait la question de l'augmentation des salaires. Le président de la République dit on va augmenter les salaires, mais qui, quoi, comment on va faire Nicolas Oui, je suis d'accord avec Éric Revel. Voilà. C'est dingue. Je rajouterai 2 points. D'abord, les TPE-PME sont aujourd'hui les entreprises en France qui créent l'emploi. Bien sûr. Sur 10 ans, c'est l'INSEE, les grandes entreprises ont détruit 246 000 emplois en France, alors que les TPE en ont créé 126 000 et les PME 80 000. Donc, les emplois de demain sont créés aujourd'hui dans nos TPE et nos PME. Deuxième point, et c'est peut-être là où on va s'écarter avec Éric, ce qui se passe sur les matières premières, notamment sur les hydrocarbures, n'est pas uniquement lié au contexte géopolitique mondial. Ça existait avant la guerre en Ukraine. Et il y a donc une spéculation et une organisation des marchés financiers autour des hydrocarbures et d'autres matières premières, notamment les terres rares, etc. Il y a un moment où il va falloir se poser la question, avec le patronat en France, la CPME et le MEDEF, mais également les organisations de travailleurs et les pouvoirs publics, de savoir qui paye la facture au final. Parce que je suis d'accord avec Éric, on va avoir une tension sur les salaires, il y aura une tension sur les matières premières. Donc, est-ce qu'à un moment, les éléments financiers qui s'enrichissent avec cette spéculation sur les matières premières vont devoir un peu passer à la caisse pour faire un peu de solidarité avec un tissu économique qui n'en s'en sortira pas sans, à un moment, un appui extérieur. Et je pense qu'à un moment... Donc quoi, de l'État ? Mais il faut qu'à un moment, la finance, les éléments financiers qui s'enrichissent sur la spéculation, je pense par exemple que les prochains dividendes des groupes comme Total seront à regarder avec énormément... Dites pas oui comme ça. Mais Nicolas Corato, il y a plein de salariés qui sont actionnaires de leur boîte dans ces grands groupes. Donc, ils sont intéressés par l'augmentation de l'action et le niveau du dividende. Mais ils sont aussi intéressés par l'état de leur pays. Ce que je voudrais vous dire, juste parce qu'il y a peut-être une autre piste entre l'augmentation des salaires et la paupérisation des ménages français. Il y a, puisque nous avons la chance d'être avec le président de la République actuel, président de l'Union européenne, il y a peut-être un débat à mettre sur la table à Bruxelles, c'est la fixation des prix. La TVA réduite sur les prix des produits de première nécessité. C'est malheureusement une décision qui doit être prise par l'Europe, mais ça c'est un vrai sujet. Baissons la TVA sur les prix de première nécessité. Prenons cette initiative. Alors évidemment, il y aura moins de recettes pour l'État. C'est un bout du problème. Là, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus produire. Regardez ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Vous avez le blé, le prix du blé, de la tonne de blé qui est en train d'exploser pour les raisons qu'on sait en Ukraine. Et de l'autre côté, vous avez l'énergie qui flambe. Or, pour faire de la farine et du pain, il faut à la fois du blé et de l'énergie. Donc les deux facteurs de production qui sont en train de flamber, en fait, concourent à faire des produits dont on a besoin dans le quotidien et qui sont souvent des produits de première nécessité. Il faut bloquer les prix. Alors, bloquer les prix, en tout cas, entamons le débat. Est-ce qu'on peut pas, de manière transitoire, mettre un taux de TVA réduit à 5,5 sur ces produits de première nécessité? Oui, alors Jean-Luc Benamias. Pardon. Ce n'est pas un problème franco-français. Non. C'est un problème du bouleversement géopolitique mondial, total, de grandes puissances nouvelles qui sont arrivées sur le marché. Et tant que l'Union européenne sera une passoire au niveau des échanges internationaux, notamment des échanges industriels, des échanges agricoles, aucun pays de l'Union européenne seul ne pourra régler le problème. Il faut que l'Union européenne enfin comprenne que nous pouvons avoir des frontières, que nous pouvons être des bases logistiques qui fassent que les différents marchés ne soient pas ouverts aux 4 vents dans l'ensemble du monde. Et pour l'instant, l'Union européenne, c'est la passoire à ce niveau-là. Et si on veut régler ça, il faut qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements, dans le cas de l'Union européenne, je pense évidemment à l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin les grands pays européens, se décident enfin à mettre des barrières douanières à nos frontières européennes. Sinon, c'est pas la France toute seule qui arrivera à régler le problème. Alors après, il y a l'urgence totale aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat, donc chaque pays essaie de faire ce qu'il peut, mais les déficits vont s'accumuler de manière grandiose. Et un certain nombre de PME, notamment celle de Decazeville, dont parlait Christine tout à l'heure, subissent cela de plein fouet. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et évidemment, Éric, tu as crise sociale, mais tu n'auras pas une crise sociale qu'en France. Tu auras une crise sociale dans un certain nombre de pays européens. Je pense à l'Italie, l'Espagne, le Portugal, voire l'Allemagne. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on réglera le problème. Dans cette enquête, c'est une entreprise sur 4 qui songe à arrêter son activité.
Oui, moi j'en connais. Christine Bouillot. J'en connais qui disent là aujourd'hui on tient 2-3 mois, mais aujourd'hui ça coûte trop cher Mais je reprends mes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui ça leur coûte plus cher compte tenu du prix des matières premières de protéger les cultures du gel que de laisser partir le champ de prunes. Et après de le ramasser parce qu'il a 11 salariés, parce qu'il a investi dans des nouvelles machines et que ce prêt garanti par l'État, il ne le sera plus dans quelques temps. Et que, donc je vous le dis, la machine, comme dit Eric, est en train de se gripper. Et on assiste effectivement à des entreprises qui commencent à dire recrutement non. On était tous en train de dire ça repart plein pot, il y a des emplois partout. Et d'un seul coup, ça se grippe sérieusement. Donc je pense qu'effectivement, ce que disent les PME, TPE, qui sont l'essentiel du tissu économique, est à regarder de très près et à prendre des décisions. Mais malheureusement, j'entends bien aussi que c'est des décisions qui sont au-delà du dossier franco-français. Et les retraités. On a un auditeur qui me dit à quand l'indexation aussi des retraites sur l'inflation. Il faut quand même rappeler une petite chose, sans être démagogue du tout. J'ai parlé moi-même de hausse des salaires et du pouvoir d'achat, donc c'est une nécessité, je le pense vraiment. Mais attention, on est dans une phase d'inflation forte, pour les raisons qu'on évoque. Le problème avec l'augmentation des salaires, c'est que quand vous augmentez le niveau des salaires, vous augmentez les coûts de production des entreprises, et en augmentant le coût de production des entreprises, vous augmentez leur prix de revient et donc leur prix de vente. Et donc vous créez une inflation également supplémentaire. Donc, je suis pour l'augmentation des salaires, je l'ai dit, et pour le pouvoir d'achat, mais n'oubliez jamais qu'augmenter les salaires, c'est aussi avoir un effet mécanique sur l'augmentation des prix, donc de l'inflation. Donc, vous êtes dans une spirale folle. Voilà pourquoi, à une autre époque, Michel Rocard ou d'autres avaient désindexé, justement, les salaires de l'inflation. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes dans une course sans fin où vous nourrissez l'inflation avec l'augmentation des salaires ou du pouvoir d'achat. Même s'il faut matraquer les dividendes, mon cher Nicolas. Mais oui, a-t-il dit ? Moi, je le répète, les grandes entreprises ont détruit 250 000 emplois en 10 ans. Les TPE-PME en ont reconstitué 250 000. Donc il y a un moment où il faut faire un choix. C'est une donnée récurrente. Les grands groupes, les multinationales, comme disait Georges Marchais, ils créent des emplois à l'extérieur de nos frontières, c'est évident. Celles qui créent des emplois, c'est évidemment, mais c'est historique en France, des PME et des TPE. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ni cette année, ni avant, c'est toujours la même chose. Donc on aide qui ? On aide beaucoup les PME et les TPE dans ce pays. Mais est-ce qu'on doit les aider plus ? C'est aussi la question. Déjà, je veux dire, il faut quand même reconnaître que le quoi qu'il en coûte et les prêts garantis d'État pour les entreprises, c'est pas n'importe quoi quand même. Y a pas beaucoup on a évité, on a cru à un moment donné, on verra par la suite avec ce que vous venez de dire, mais on a cru qu'il y aurait beaucoup plus de faillites au sortir de la crise sanitaire. Il faut quand même le reconnaître. Les aides d'État, les amortisseurs sociaux dans ce pays, on peut s'en féliciter, même si c'est compliqué de les financer. En période de crise, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy vantant les amortisseurs sociaux au moment de la crise des subprimes en 2008. Heureusement qu'on les a. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée.